Bonjour, c'est Camille Picot. Je reviens avec un 3e épisode destiné au film Working Girl. Aujourd'hui, nous allons voir le personnage de Jack. Allez, on y va. On va parler du coup de Jack de Working Girl. Cet épisode va être beaucoup moins écrit que les deux autres. Déjà parce que j'ai pas de livre pour m'appuyer pour traiter le sujet. Et du coup, je suis un peu plus en freestyle, on va dire. Et donc, je vais reprendre juste mes notes pour parler de Jack. Donc Jack, son principal atout, c'est d'être joué par Harrison Ford, qui s'avérera peut-être compliqué plus tard, mais je crois que pour l'instant, ça va encore. Si jamais, n'hésitez pas à me dire pourquoi il est il est problématique. Ne le sont-ils pas tous ? Mais là, en attendant, je crois que ça va. Même si dans son livre, Carrie Fisher avoue qu'il n'a pas été non plus nickel, quoi. Même si il a des bons côtés. En 88, on a Harrison Ford au sommet de sa carrière. Il a donc terminé Star Wars, il a fait 2 Indiana Jones, il a plusieurs films, Blade Runner, tout ça. Donc un Harrison Ford au top. On pourrait dire d'un terme très professionnel, Harrison Ford, miam miam miam. Donc le personnage de Jack, il arrive assez loin, il apparaît vraiment assez tard dans le film. On en entend parler avant par Catherine, comme quoi il est alors son métier. Il faut vraiment que je retrouve mes notes. Non, j'ai pas retrouvé. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que lui, il est en charge de mettre les gens en relation. Donc, Tess travaille à fusion et acquisition, et lui, son travail, c'est de mettre les personnes à fusionner ou à acquisitionner en relation avec Tess. Donc, il apparaît du coup à la 35e minute du film. Lors d'une sorte de ce qu'on appelle désormais un happy hour after bureau. Traîneur, attrapons-les par les coups. Il faut pas faire du sentiment. On les leur coupe et ils nous mangeront dans la main. Qu'est-ce que vous en dites ? Je vais au bar, ça vous tente ? Pour avoir une chance de les avoir, il faut agir tout de suite. Ouais, je sais. Bon, et j'ai remarqué que du coup, pendant tout mon enregistrement, je l'appelle traîneur alors qu'il s'appelle traîneur. Enfin bon, désolé. Bien qu'il ait été, il a été nommé avant par... on a lu un mail de Catherine... on a vu un mail de Catherine qui suggérait l'idée du coup de Tess à ce Jack Traynor. Et en fait, Catherine en fait référence aussi comme étant l'homme qu'elle aimerait épouser et qu'elle espère qu'il va se proposer, lui faire une proposition en mariage lors de leur séjour en Suisse. Donc, on voit que du coup, Jack n'y est pas. Mais ça, on l'ignore encore, puisque du coup, elle retrouve donc... Catherine est coincée en Suisse et Tess décide de répondre aux invitations de Catherine et elle sait qu'elle a été trahie par Catherine, donc de présenter son idée elle-même. Donc son copain l'a déjà trahie, Catherine l'a trahie et du coup elle décide de se rendre à une de ses invitations. Donc elle loge chez Catherine, elle utilise une des robes de Catherine à $6,000. Elle se coupe les cheveux. C'est donc une nouvelle Tess qui vient au bureau. Sachant qu'avant, avant ce passage-là, il y a eu le mail, mais Tess avait pris rendez-vous déjà avec Jack Traynor lors d'un... elle a déjà pris rendez-vous, et rendez-vous qui doit arriver le lendemain de cet apéro. De cet after work. Tess se présente à l'after work en espérant rencontrer du coup Jack Traynor parce que c'est plus simple d'en parler directement que juste sur un bureau. En fait, moi aussi, je cherche quelqu'un. Il s'appelle Jack Traynor. Il travaille chez Dewey & Stone. Vous le connaissez ? Mais pourquoi il vous intéresse tant que ça ?
c'est parce que nous devons nous voir demain à son bureau, alors j'ai pensé que ce serait mieux qu'on fasse connaissance dès ce soir. Et en fait, elle arrive avec cette robe à $6 000 qui est beaucoup trop habillée, puisque c'est une sorte d'afterwork, et en fait, tout le monde est encore en costard, comme normalement, quoi. Tess s'assoit toute seule après avoir été dévisagée toute seule, et Jack Traynor, sans qu'on sache encore que ce soit... Il y a un de ses collègues avec qui il parle qui lui dit Traynor, je crois, mais c'est pas souligné, surligné et entouré. Et donc, Jack la voit, dit à ses collègues j'en ai rien à foutre, continuez sans moi. Et il va s'asseoir à côté d'elle. Donc, Jack, il a un côté un peu... Il est pas full toxique, mais il y a quand même des trucs un peu chelous. Par exemple, donc Tess vient trop habillée, et en fait, il souligne le fait qu'au moins, elle est habillée comme une femme, pas comme tous ces... Alors, je sais plus comment il dit, mais pas tout... Vous êtes la première femme que je vois dans ces fichus pince-fesses qui s'habille en femme, c'est-à-dire pas en femme voulant ressembler à un homme qui s'habillerait en femme. Elle est à l'aise, voilà, elle est à l'aise avec sa féminité, pas comme toutes ces femmes qui s'habillent comme des hommes, qui s'habilleraient comme des femmes. Enfin, il y a un truc un peu chelou qui est pas... bon, on est en 88, mais c'est vrai qu'on voit qu'on est quand même sur des valeurs très cis, quoi. On a quand même un Harrison Ford qui veut pas donner son personnage veut pas donner son nom. Il dit que Jack Traynor n'est pas là, donc elle dit c'est dommage, j'espérais le voir. Tess dit c'est dommage, j'espérais le voir. Mais du coup, il est quand même, on voit qu'il a quand même un côté en fait, genre on s'en fiche, mais on va boire, ça va être buvons un coup. Et là, on a ce passage donc où elle veut payer son verre que j'ai déjà évoqué donc dans le premier épisode sur ce film Working Girl. Et Jack lui dit qu'on va pas boire de champagne mais de la tequila pour le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Donc ça, c'est un indice que je trouve intéressant, parce que du coup, on voit que moi, dans ma mythologie personnelle, je me dis que Jack est un transfuge de classe. Ça veut dire qu'il ne vient pas du tout du même milieu que Catherine, il vient d'un milieu populaire, mais que comme... ou alors, je finis ma première idée, qui vient d'un milieu populaire, ou alors peut-être que comme... et que à la différence de Tess, c'est un homme, donc il a une opportunité d'évolution qui est plus facile. Ou alors c'est un bourgeois qui profite qui s'enjaille de se sentir proche du peuple, alors que pas du tout. Mais du coup, c'est un peu la question. Parce que, bon, en plus, on sait plus tard qu'il a quand même une femme de ménage. Après, on comprend qu'elle vient un peu quand elle veut. Donc, il n'a pas l'air non plus on va dire, de profiter de son pouvoir de domination sur sa femme sur sa femme de ménage, et que c'est plutôt elle qui fait la loi, quoi. C'est peut-être un peu en désordre. La femme de ménage ne vient que quand ça lui chante. C'est jamais le même jour. Alors c'est la surprise quand j'entre. Je préfère vous le dire parce que si elle n'est pas venue hier, ça risque d'être une sacrée pagaille. À vrai dire, moi ça m'est égal. Mais je sais que ça en choque certaines. Ça a donné lieu à des réflexions désagréables. Donc voilà, c'est une scène qui est vraiment un peu spéciale, parce que on a ce côté-là où certes le message nous permet de comprendre le personnage sur le côté prolétaire, on va dire, et du coup Tess se sent assez Tess entre dans son jeu, certes il y a l'alcool, mais il y a surtout les 2 cachets de Valium qu'elle a pris juste avant parce qu'elle était en stress, et du coup il y a cette fameuse réplique où elle dit « j'ai une tête pour le business et un corps pour le reste ». Du coup c'est vrai que c'est en 2025, c'est quand même un peu spécial, surtout que du coup on arrive après le procès de Mazan.
et où on sait que médicaments et alcool, ça reste des outils qui sont à la base de nombreux viols. Et là, on insiste un peu à ce... Alors, on insiste un peu à ce truc-là, donc il n'y a pas eu a priori de rapport sexuel, mais il la ramène quand même... il propose de la ramener chez elle. Elle est morte de chez morte, elle dort, tout ça, donc du coup, il la ramène chez lui. Et c'est vrai que, en fait... il a des habits, il lui enlève sa robe, elle garde ses sous-vêtements mais il lui enlève sa robe, et il a qu'un lit, donc ils dorment ensemble. Donc c'est vrai que du coup elle se réveille le matin en mode qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, vite faut que je parte, tout ça quoi. En 2025 c'est quand même une scène, quand bien même il n'y a pas eu de... Il y a quand même il y a quand même un non-consentement du corps déshabillé. Et c'est vrai que c'est un peu pas très à l'aise avec cette scène-là, quoi. Je crois qu'il dit à un moment qu'il aurait bien voulu dormir sur son... qu'il aurait bien voulu dormir sur son canapé, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Et en plus de ça, il la ramène, il lui parle, et il lui dit un truc du coup, vous êtes super, même endormi, enfin... En gros, il y a un peu cette idée que une femme inconsciente, c'est un corps offert, et c'est vrai que c'est... et que même, s'il dit qu'il n'a pas regardé, il a fermé les yeux. Mais en fait, on sait pas trop, parce que plus tard, quand donc, je reprends la chronologie, ce sera plus simple. Donc, elle s'en va le lendemain matin en se disant, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couché avec ce type. Enfin bon, bref, voilà. Et elle part se changer. Elle revient pour le rendez-vous du coup avec Jack Traynor. Et là, elle se rend compte que Jack Traynor est le gars qu'elle a rencontré hier. Mal à l'aise, mais voilà. Mais après, elle présente son... Elle reste pro parce qu'elle sait qu'elle connaît son sujet, donc elle présente tout ça. Mais c'est vrai qu'elle est désorientée. Peut-être qu'elle aurait mieux joué son rôle de cadre si elle n'avait pas été désorientée comme ça. Et donc elle revient du coup après la réunion dans son bureau de secrétaire. Elle est un peu moins bien coiffée parce que le plus dur est passé. Et elle voit Jack qui arrive. Et là, il y a sa copine Cynthia qui est là. Donc du coup, elle en profite pour... Cynthia joue sa secrétaire et elle va dans le bureau de Catherine pour continuer à jouer son rôle de cadre. Et du coup, il y a un peu ce côté où Jack fait croire qu'ils ont couché ensemble, que la terre a tremblé, que c'était... Et il lui dit, non, j'ai même fermé les yeux, je vous ai jamais vu nu. Mais du coup, c'est vrai que comme il a fait une blague avant, enfin un mensonge, même si ça se voulait drôle, c'est vrai que là, on ne sait pas non plus ce qu'il dit et ce qui a été fait, en fait. Ça, rien n'est... Comment lui faire confiance Pourquoi n'avoir pas dit la vérité la nuit dernière? Parce que je sais ce qui serait arrivé. On aurait parlé fusion et acquisition. Alors que là, c'était sec, c'était tequila. D'accord, vous m'avez eu, je me suis fait happer hier soir. J'avais bu, j'ai eu tort. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La terre a bougé. Les anges, les trompettes. Les polaroïdes sont dans mon autre manteau. Il ne s'est rien passé. Strictement rien. Je me suis levée en petite tenue. Quand je pense que j'ai raté ça. Et c'est vrai qu'avec le recul, le coup du Polaroid, c'est vraiment le stress. Je pense que c'est vraiment stressant. Et donc voilà. Et après, il y a du coup, on joue sur ce côté. Jack la raccompagne et aimerait la revoir de façon non professionnelle, en lui proposant un déjeuner, tout ça. Donc là, pendant l'entrevue, il lui a ramené déjà une serviette, parce qu'elle avait une serviette en carton, et là, il lui ramène une belle serviette en cuir. Il y va, du coup, en disant que l'idée lui plaît et qu'il va travailler dessus, qu'il doit faire des allers-retours, mais que, si possible, il aimerait lui proposer un resto le lendemain soir, quoi. Et donc, ce qu'elle décline, parce que elle voudrait garder une relation professionnelle, et elle sait
comme toute femme en fait sait, au travail on ne mélange pas le personnel et le professionnel parce que si ça se passe mal, ce sera toujours à nos dépens. Ce sera toujours aux dépens des femmes, ce sera toujours elles qui seront virées, éjectées, plus facilement qu'un homme. Donc là je parle encore avec le regard, on va dire, de 88 et le personnage de Tess, bien que je pense que ce soit encore un petit peu vrai en 2025. Comme on trouvera toujours que les victimes de viol sont des menteuses et il faudra toujours qu'elles prouvent elles seront toujours coupables de mentir et elles seront jamais assez victimes. Je pense qu'on a ça quand même dans cette idée-là, quoi. Et donc voilà, donc c'est un peu ce personnage qui est à la fois qui a un côté très très gentil, il a l'air très après il n'est pas écrit il est merveilleusement interprété par Harrison Ford qui est complètement dans son élément, quoi. Après c'est vrai c'est pas un personnage qui est très bien écrit. On voit que la dentelle a été posée sur Tess et Catherine, et lui c'est vrai que c'est le love interest qui lui ont mis un petit côté, voilà, à bas le pouvoir, vive le peuple, mais à côté de ça il est vraiment là parce que du coup il représente pour Tess un choix à faire, c'est-à-dire que en fait elle a son choix principal, sa ligne c'est sa carrière, et puis du coup il y aurait pas Harrison Ford, c'est vrai que elle pourrait être égoïste et penser à sa carrière. Là il y a la possibilité d'une romance qui fait que ça devient plus compliqué. En plus s'impose ce motif typique du triangle amoureux puisqu'elle entre directement en compétition avec sa boss, et donc autant un travail, elle peut avoir un statut de cadre et ça peut se passer bien. Autant un Jack Traynor, il n'y en a qu'un, et si elles le veulent à deux, il y a un choix à faire, quoi. Normalement, dans une comédie des années 80, il finit pas avec les deux. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'après, on suit un peu donc il soutient Tess. Ce qui est assez agréable, c'est que jamais à aucun moment il prend le lead sur le déroulé professionnel, donc avec Trask Industries. Ça veut dire que il essaye d'organiser des réunions, tout ça. Donc lui on va dire qu'il suit le chemin correct. Donc il y a un moment où il organise une réunion et puis on tombe dans un grand Enfin non, je crois qu'il n'arrive pas au début à avoir la réunion, et c'est elle qui découvre que sa fille se marie, donc qui s'invite du coup au mariage de sa fille, de la fille de Trask, pour le rencontrer, lui proposer un rendez-vous. Donc là, elle explore du coup des nouveaux terrains que Jack n'explore jamais. Voilà. Et elle obtient un rendez-vous. Et du coup, il y a tout ce truc-là. Donc on va dire qu'elle a besoin de lui quand même, parce que lui, il connaît les noms, il arrive à dénicher les rendez-vous. Et elle, avec toute la créativité dont elle fait preuve, et son intelligence, puis la connaissance de l'affaire, elle propose vraiment une toute nouvelle façon de dépasser les limites et les règles et de rencontrer les puissants. Donc et ça, il la soutient vraiment, il la suit, il se méfie un peu à un moment, parce que c'est vrai si elle fait plonger, il perd aussi son job et tout ce qu'il a, mais ils se soutiennent. Et à la fin, c'est lui qui, quand on a la confrontation avec Catherine qui revient, qui la traite de menteuse, et Jack. Donc Jack est forcément dans la balance des choix. Donc au début, on va dire, il suit Catherine, étant donné que le mensonge comme quoi c'est sa secrétaire est vrai. Et finalement, il finit par, au moment où Tess va partir, il finit par lui... En fait, il finit par organiser, c'est grâce à son aide, qu'elle se retrouve seule dans l'ascenseur avec il la croit. Tout d'abord, il y a un passage où il la croit, il lui explique qu'il la croit, et en fait, il aide à organiser justement le moment dans l'ascenseur où elle est seule avec Trask pour lui expliquer comment lui est venue l'idée de la radio. Et c'est le fait que lui la soutienne dès le début en premier qui amène Trask, et en fait qui fait que c'est grâce à ça qu'elle gagne à la fin.
même si en soi, elle n'avait pas fauté et c'était pas elle qui avait fait une erreur magistrale, hormis le fait de s'être fait passer pour sa bosse, quoi. Donc voilà pour Jack. C'est vrai que c'est un personnage qui est pas non plus... il est vraiment là pour son côté love interest et soutenir l'héroïne. À la fin, il continue à la soutenir puisqu'il lui prépare son goûter, il lui prépare sa box du midi et voilà. Mais il l'infantilise un peu d'ailleurs, je sais plus ce qu'il lui dit. Il lui dit attention... Petit cadeau. Ça te plaît? Pain, beurre et saucisson. Pour la cafette. Des chocolats. Papier, crayon, gomme, pomme pour la maîtresse. Et n'oublie pas, ne te bagarre pas avec tes petits camarades. Que je veux que tu sois rentré avant qu'il fasse nuit. Il l'infantilise un peu en disant un truc du genre te fais pas embêter par les autres enfants ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais c'est vrai que c'est un peu c'est mignon et en même temps c'est un peu, en fait c'est vraiment ça son personnage, c'est-à-dire que il fait des trucs mignons où tu vois l'homme amoureux, après c'est vrai qu'il tombe un peu amoureux comme ça, tu sais pas parce que c'est la seule fille habillée enfin avec une robe qui coûte cher dans une soirée où toutes les autres sont avec leurs vêtements de boulot, quoi. Donc les solutions sont pas toujours hyper les raisons sont pas toujours hyper compréhensibles là-dessus. Mais un peu ce mythe de Cendrillon où elle apparaît et elle est magnifique et voilà, elle a pris toute la place, quoi. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un dans la vraie vie? Je ne suis pas sûre. Enfin, ou j'espère que ça a été agrémenté après par plus que ça. Mais c'est vrai qu'il a un peu ce côté-là où puis après il la suit, je pense qu'il doit la trouver intelligente, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a, il a ce côté-là où il fait des trucs mignons. Et en même temps, il n'est pas très bien écrit pour qu'on voie non plus son côté amoureux. Et en même temps, ouais, voilà, c'est un film qui date un peu et puis qui a des côtés où il l'infantilise, où ouais, c'est pas hyper toujours safe ou des trucs. Mais voilà. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'à un moment, son personnage se change. On comprend qu'il a dormi au bureau. Du coup, il se change dans son bureau et il a un stock de nouvelles chemises. C'est les années 80, c'est les années fric. Et du coup, on n'a pas le temps. Et donc, on achète des chemises comme ça pour les mettre direct. Et du coup, il est au téléphone et il se déshabille. Et il remet sa chemise. Et du coup, on voit toutes ses secrétaires, assistantes qui sont derrière la vitre en train de le regarder et qui applaudissent quand il a mis sa chemise. Donc, je pense que le fait qu'elles applaudissent, c'était vraiment pour... Enfin, je vois pas pourquoi elles applaudissent pour mettre une chemise, mais bon, les garçons, des fois, il leur faut pas beaucoup. Peut-être qu'il avait fait la vaisselle avant et que ça méritait ça. Mais c'est vrai que c'est pas très logique. Mais je pense que c'est vraiment pour montrer que tout le monde le mate. Et ça, c'est vrai que c'est assez agréable. Dans ce film-là, Tess et même Catherine se retrouvent en sous-vêtements une ou deux fois. Mais c'est vrai qu'elles sont pas non plus objectifiées... Alors, elles sont un petit peu parce que ça reste... mais c'est pas trop gratuit. Et quoi qu'à un moment, elle passe quand même... Tess, elle passe quand même l'aspirateur en culotte, quoi. Donc, est-ce que c'est complètement gratuit? Est-ce que c'est parce qu'elle a pris tous les vêtements de Catherine et qu'elle a plus rien? Il faut qu'elle lave ses vêtements, elle, dans la machine et du coup, ils sont en train de sécher. Enfin, mais c'est vrai que du coup, Harrison a aussi un peu le même traitement, quoi. On est conscient qu'il est aussi là parce qu'il est beau et qu'on aime le voir torse nu. Et ça, c'est vrai que c'est quand même, je dirais, assez sympa, quoi. C'est pas... il est aussi un peu objectifié et est-ce que c'est sympa? Je sais pas, mais bon, au moins, il n'a pas un traitement supérieur aux autres femmes. Catherine, c'est peut-être celle qui est la moins dévêtue. Elle a juste une... elle aussi, en fait, elle a 2 fois où elle est en nuisette, une fois à l'hôpital, et une autre fois où c'est parce que justement, elle attend que Jack vienne la voir et que... et du coup, elle sort le tout pour le tout, quoi. Mais du coup, ça me semble pas non plus complètement gratuit.
Donc voilà, donc c'est un film que je trouvais hyper intéressant et que j'avais envie de vous faire partager. Je sais pas si ces trois épisodes trouveront leur public, mais je trouvais ça intéressant. Après, je sais pas sur quoi je vais partir dans 2 semaines. On va essayer de garder ce rythme de 2 semaines, j'avoue, qui est pas toujours facile non plus, parce que c'est vrai qu'on a tellement de choses à faire dans la vie. Mais puis moi, il faut aussi que je trouve mon style. Mais voilà l'objectif. Donc, si jamais vous avez des idées ou l'envie d'en parler, écoutez, vous pouvez nous écrire sur notre compte Instagram, @laforgethéâtre. C'est un petit logo jaune très mignon. Et du coup, vous pouvez, n'hésitez pas à soit nous écrire en message privé, soit répondre sous... il doit y avoir des... Est-ce qu'il y a des trucs de... J'ai pas mis d'images sur ces podcasts Working Girl, mais ça peut s'arranger. Et voilà. Bon, en attendant, je suis Camille Picot et de la Forge Théâtre. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir.